Merci, monsieur le député. Le député Nouba Tomel. Merci, monsieur le président. Ah oui, c'est fini ça. Je salue la présence des membres du gouvernement qui ont fait le déplacement pour ce débat. Monsieur le président, la maladie Covid-19 qui secoue le monde n'épargne personne. Et nous tous qui sommes là sommes concernés. Le gouvernement et le comité de veille ont géré cette pandémie à travers différents textes, en commençant d'abord par les communiqués, les décrets et des arrêtés. Aujourd'hui, l'Assemblée est pleinement impliquée avec la résolution pour la prorogation de l'état d'urgence. Nous sommes tous concernés et nous devrons nous comprendre. Le problème ici, c'est dans un premier temps la sensibilisation. Je reviens toujours dessus parce que les prédécesseurs ont déjà parlé d'autres choses, mais moi je reviens encore sur la sensibilisation. Aujourd'hui, ce qui amène les militaires à agir violemment, c'est aussi le mauvais comportement de la population. Et ce mauvais comportement, c'est par rapport à la mauvaise compréhension de la dangerosité de la maladie. Et comme la violence est arrivée, dès que la population ou les personnes, tu vois un militaire arriver ou bien une équipe, les gens fuient. Ceux qui ont des cache-nez même ne portent pas, mais c'est quand ils voient un militaire arriver, ils portent. Ça suppose que on ne connaît pas encore. Et le comité de veille n'a pas pris le temps, ou je ne sais pas, le ministère de la Santé n'a pas pris le temps d'impliquer beaucoup de gens pour la sensibilisation. Quand il arrive de tels cas, au départ, on nous disait que ça c'est la maladie des grands. Parce que ce sont ceux qui viennent de l'Europe, ceux qui viennent d'Asie, ceux qui viennent du Moyen-Orient ou je ne sais pas, de l'Afrique du Nord, qui viennent avec la maladie. Eux, ils disent qu'ils ont été où? Or, ça a envahi le monde. Donc, il faut un temps pour sensibiliser. Et ce n'est pas tard. Maintenant, quand vous constatez les morts communautaires, c'est parce que jusqu'aujourd'hui même, les gens ne comprennent pas. S'agissant du comportement des militaires, il y a aussi une mauvaise manière de faire. Moi, je suis militaire, si je trouve un parent qui n'a pas de casque ou bien de cache-nez, je le laisse passer. Je ne le tape pas. Mais si c'est un inconnu, je le tape. Ce n'est pas une manière de faire comprendre à tout le monde la dangerosité de la maladie. Il y a ça aussi. Donc, je voudrais sur ce point demander à ce que soit le comité de veille ou le ministère de la Santé implique les gens. La catégorie des fonctionnaires comme les sociologues. J'écoute des communiqués partout. Il y a les sociologues qui n'ont pas encore intervenu pour expliquer comment se passe cette maladie, comment faire pour éviter. Et il faut que ce soit des gens qui approchent la population de manière simple, mais pas avec la violence.
Prenez les gens du marché. J'ai écouté la ministre du Commerce qui a fait un tour pour sensibiliser les femmes vendeuses de poissons. Mais elles sont devenues très correctes. Elles ont compris parce que un ministre est venu vers elles pour les expliquer et elles ont commencé à faire la propreté et à respecter la distanciation sociale. Si des sociologues arrivent à circuler dans les marchés pour dire aux marchands ou aux acheteurs ou aux clients de se comporter de telle ou telle manière, je crois que ça va aller. Maintenant, ils font des marchés par fraude, mais il y a des points où ils s'attroupent. Et quand ils voient les militaires, ils fuient. Ce n'est pas ça la raison. Donc, maintenant que nous sommes tous impliqués, je voudrais bien que tout le monde essaye de regarder et de voir son secteur. Pourquoi on doit empêcher une dame qui est en travail d'aller à la maternité? Pourquoi on doit empêcher un malade qu'on prend sur une moto pour l'amener à un centre de santé? Là aussi, il y a un manque de bon sens. Donc c'est ça là qui fait mal. Mais sinon, la lutte contre la propagation, ça nous concerne tous. Et il faut bien que chaque ministre dans son secteur intervienne pour dire ne faites pas ça. S'il y a des situations comme ça, faites ainsi. Ainsi de suite pour faire comprendre à la population et qu'on lutte réellement contre ça. Il ne faut pas qu'on profite de cette situation pour malmener les gens. Pour malmener les gens, ce n'est pas normal. Si je vous donne un exemple concret à Gagal, c'est sorti à la radio FM Liberté partout, le sous-préfet marche de maison en maison pour taper les gens. Ce n'est pas ça. La fois passée, quand le gouvernement ou le comité de veille avait pris la décision du port obligatoire de masques, un matin, le soir, comme ils ont trouvé qu'il n'y a pas de masque, ils ont reculé. Mais à Gagal, le masque arrive à midi ou à 13h, à 17h, il commence à taper les gens. Les gens ne savent même pas où aller acheter. Certains ne sont même pas au courant. Et on commence déjà à taper. Est-ce que c'est une bonne manière de faire? Sensibiliser au moins, dites, les masques sont arrivés, allez-y payer au moins. Mais parce que le masque est arrivé au centre de santé, le type n'en a pas encore, on le tape. Vous voyez? C'est des choses comme ça qui font mal, quoi. Sinon, nous sommes parfaitement d'accord avec vous pour la prorogation, mais il faut bien gérer. C'est ça l'essentiel. Mais impliquer les sociologues pour vous aider dans la sensibilisation. Autre conséquence, ce que je constate comme conséquence, c'est qu'aujourd'hui, les malades de sida, je crois, c'est comme s'ils sont oubliés. Si je ne mens pas, certains malades de sida me disent qu'il y a rupture de leurs rétroviraux. Donc, Covid est en train de nous prendre et on oublie certaines catégories de malades que le ministre de la Santé vérifie si ce que j'ai dit est faux ou vrai. Voilà un peu ça. Mais s'agissant des travaux champêtres, certainement, il va y avoir des problèmes. Madame le ministre est là. Il va voir avec ses collègues de la défense et les sous-préfets pour voir les sorties nécessaires, ou je ne sais pas qu'est-ce que le décret a dit, tout ça là. Mais quand quelqu'un va à l'hôpital, le malade est là. Est-ce qu'on a besoin encore de trop expliquer? Si quelqu'un va au champ, il a sa houe ou bien sa charrue avec les bœufs, est-ce qu'il a besoin encore de donner des explications? Il y a tout ça, quoi. Donc, je vous remercie. Faisons ensemble. Il faudrait qu'on se comprenne et que les choses marchent parce que cette maladie est grave. Si ça continue à se pendre, maintenant ça atteint déjà 8 provinces, c'est dangereux. Et là, il n'y a pas de moyens dans les provinces pour soigner. Et les provinces aussi, certainement, quand une famille est atteinte, tous les membres seront atteints. Donc c'est dangereux. Donc franchement, je préfère qu'on soit unis pour lutter que de ne pas se comprendre. Quand on intervient pour vous expliquer certaines choses, vous nous traitez de menteurs et autres, là ça fait mal. Je vous remercie.
la pandémie n'est plus une vue de l'esprit. Et je crois que on pouvait très bien se contenter de la déclaration du président Kebzabo, qui prend en compte l'ensemble de ce qui se dit et ce qui devrait se faire. Mais moi, Monsieur le Président, depuis hier, et je pense avoir fait part de ce sentiment au bureau de l'Assemblée nationale, l'exercice auquel nous nous soumettons ce matin, s'agit-il, comme toujours, de nous écouter parler, bavarder, ou le gouvernement est-il venu pour évaluer avec nous les mesures qu'il a prises jusque-là? Parce que moi, je veux parler d'abord des mesures. L'autre jour, j'avais dit que la gestion par la cellule d'éveil de cette pandémie est une gestion bureaucratique, administrative, qui ignore ou qui est complètement en porte-à-faux avec les situations de terrain. Parce que si vous prenez une mesure comme le couvre-feu, si ça doit participer à l'endiguement de la pandémie, c'est vrai, la nuit, beaucoup de jeunes, des gens qui ont d'autres soucis, peuvent fréquenter des nightclubs, des débits de boissons, des bars, etc., des dancing. Ah bon, le couvre-feu permet non seulement de limiter les problèmes d'insécurité, mais en même temps limiter la circulation des personnes. Mais le gouvernement est là. Les images sont là. Vous voyez les marchés de N'Djamena brillants de monde. Et puis, vous fermez. L'autre jour, je n'ai pris qu'un exemple, c'est la quincaillerie. Les boutiques sont fermées. Mais le gouvernement ne peut même pas se rendre compte que quelque part là, il y a problème. Une boutique où peut-être toutes les 30 minutes, quelqu'un entre. Et là, pas plus tard qu'hier soir, la télé-chat nous a servi en image de marché brillant de monde. Alors, évaluer l'impact des mesures, c'est d'abord ça. Mais si sociologiquement, nous sommes tous des résigaliums, c'est-à-dire que nous vivons au quotidien au marché, et que le confinement n'est pas possible, mais il faut appréhender ce problème-là correctement. Pour organiser les marchés, limiter le mouvement des personnes, catégoriser les sources d'approvisionnement, limiter les commerçants et aligner les consommateurs. Vous ne pouvez pas dire couvre-feu et en même temps laisser dans la journée le monde faire comme si rien n'était. On a mis en quarantaine, ou je ne sais pas quoi, N'Djamena. Mais là aussi, on parque les forces de l'ordre sur les voies bitumées. Il y a plusieurs pistes de rats pour arriver et sortir de N'Djamena. Plus grave, mais quand les officiels ignorent qu'une capitale, c'est aussi avec sa banlieue. Quelqu'un à 18 km, il vient travailler. Vous dites non, si tu entres, tu ne sors pas. Ou bien il vient, il veut aller au boulot, non, tu ne vas pas. Et les pauvres forces de l'ordre, on les soumet à des critiques, à des machins, etc. Mais c'est une tâche assez difficile. Si sur le plan
de la hiérarchie. Il n'y a aucun travail pédagogique, aucune évaluation claire des situations. Comment voulez-vous qu'un policier à qui on a dit « tu ne laisses pas entrer » puisse faire le contraire? Moi, je pense qu'on ne devrait pas fustiger les forces de l'ordre. On devrait regarder nous-mêmes notre façon de percevoir les choses. Ah oui. Aujourd'hui, la seule voie du salut, c'est le confinement. Si vous voulez que tout s'arrête net, et dans ce cas, les conséquences sociales sont là, sur le plan économique. Et si on pousse les aberrations, évidemment, on fera en sorte que nos parents ne vont même pas cultiver. Et donc, autant de choses, moi je pense que le ministre de la Santé et le gouvernement, en demandant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, aurait dû venir avec une évaluation claire de ce qui est faisable, de ce qui n'est pas faisable, de ce qui a été fait mais qui ne marche pas. Mais on ne vient pas nous écouter. Non? Le gouvernement n'est pas venu sortir avec une résolution pour dire allez-y, vous avez 2 mois. Mais 2 mois pour faire quoi? Puisque vous serez dans l'attentisme absolu. Alors je reviens au problème de la pandémie. Monsieur le ministre de la Santé, je vous avais déjà dit que dès le 7 avril, moi j'avais eu l'occasion de dire qu'on ne mélangeait pas les patients. Et partout au monde, vous avez vu des hôpitaux construits en 10 jours, en 7 jours, des infrastructures improvisées et des infrastructures dédiées, des stades réquisitionnés. Je crois que c'est le même président Kebzabo qui vous a proposé de mobiliser, d'arracher, de vous faire affecter toutes les tentes qui peuvent contenir. Sans infrastructure dédiée. Et on lit toujours chaque soir votre petit communiqué qui se termine toujours en disant le ministère informe que les soins se poursuivent comme à l'accoutumée dans les hôpitaux. Mais oui. Et alors, qu'est-ce qui a amené nos problèmes? C'est que quand quelqu'un se présente à une clinique ou à un hôpital, on doit tester. Si c'est une maladie ordinaire, etc., il entre. Mais il n'y a pas de possibilité pour tester. Tout le monde entre dans les cliniques, tout le monde sort et va dans des hôpitaux. Et aujourd'hui, tout le monde est mélangé. Tout le monde est mélangé. Donc, infrastructure dédiée. Mais Farsha, à terme, devrait être saturé. L'autre jour, vous aviez encore 180 quelques lits, mais avec 300 malades, je pense que vous auriez dû ce matin nous dire qu'il y a un déficit. Maintenant, je viens aux équipements. Mais on vous a parlé depuis l'autre jour des équipements. Équipements d'abord pour le personnel soignant. Avec les réseaux sociaux là, plus rien ne se cache. Le personnel est infesté. Les équipements d'abord au personnel soignant. Vous avez reçu, on a vu pas mal de cérémonies de réception de ceci, de réception de cela. Mais quand moi, on me dit au Guéra, il n'y a rien, je crois le ministre de la Santé ou bien je crois mon délégué sanitaire. Je suis enclin à croire mon délégué sanitaire. Il n'y a rien. Et puis fin, en fait de machines respirateurs là, il n'y en a peut-être pas. Et puis un seul appareil pour analyser tous les tests référés en N'Djamena, il serait en panne. Ça, c'est encore des choses comme ça qui font. Alors on vous dit, mais nous avons des relations diplomatiques avec des pays. Pourquoi le gouvernement ne mobilise pas ces relations en direction du Maroc qui produit, semble-t-il, rien que les tenues, les combinaisons, etc., à 5 millions par jour de fabrication? Pourquoi on ne part pas amener? On prend le cheminement de la procédure de marché public
politique qui va vous amener à... Mais dans 2 mois, monsieur le ministre, je pense qu'il y aura beaucoup de Tchadiens qui seront partis. Oui. Et ça, ce n'est pas bon. Mais alors, moi, je m'attendais à ce que vous disiez la vérité aujourd'hui, monsieur le ministre. C'est que tous les chèques entassés, objet de pas mal de publicité et de cérémonies, vous n'avez rien. Il faut le dire, vous n'avez rien. Parce que si vous aviez des millions, vous seriez parti au Maroc acheter des machins à côté. Oui. Donc, c'est pour ça que certains députés vous disent, mais qui gère quoi et qui fait quoi? Où se prennent les décisions? Où se prennent les décisions? Donc, moi je pense que à ce niveau-là, au sortir d'ici, moi je souhaite que le gouvernement se réunisse sans désemparer et qu'il prenne des mesures d'urgence. Le mot urgence là n'est pas employé comme ça pour essayer d'amuser, excusez-moi le terme, d'amuser la galerie. Non, vous voulez des mesures d'urgence, piétinant les libertés publiques, piétinant les libertés individuelles, etc. Mais c'est pour secourir le peuple tchadien. Vous ne pouvez pas rester dans vos bureaux, vous donner rendez-vous à des réunions périodiques, n'est-ce pas? Non. Monsieur le Président, hier, moi, je vous avais dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est des brigades entières qu'il faut. Et là, le peuple, lui, manifeste vraiment sa disponibilité. Vous voyez ces jeunes, ces associations, en train de distribuer des masques, en train de... Mais vous avez là une opinion prête à vous aider. Pourvu que les gens soient sérieux. Oui. Tout ce que vous recevez, il y en a qui vous ont, ils ont parlé de votre produit malgache. C'est votre directeur général qui a dit que vous avez reçu 600 doses et qui sont destinées en priorité aux malades. D'où vient que certains individus nous narguent en se gargarisant à bord de leur V8 là? Ils ont trouvé ça où? Ils ont trouvé ça où? Non. Les masques là. Les masques, mais quand on dit que la Chine vous a fourni 100 000 masques, 2000 kits de je ne sais pas quoi, mais au moins les provinces, vous dites que vous avez tout envoyé aux provinces, mais démentez-moi tout à l'heure par un bordereau d'expédition pour le Guéra, et comme ça je vous demanderai des excuses vers la fin. En matière de protocole, on ne sait pas, au jour d'aujourd'hui, il y a un groupe de médecins qui se sont permis de dire aux parents, écoutez, prenez ça, à défaut de ça, prenez ça, n'est-ce pas? Oui, parce qu'ils savent que l'accès, il y a un silence absolu sur la thérapie de ce truc-là, et bon, maintenant, ils vous indiquent des médicaments, mais où est-ce qu'il faut les trouver? On ne sait pas où il faut le trouver. Donc, Monsieur le Président, moi, je pensais que le gouvernement s'est dit, Monsieur le député, nous on est dépassés, qu'est-ce qu'on fait? On disait que le peuple est indiscipliné. Oui, mais écoutez les gens dire, d'accord, on nous dit de rester à la maison, mais vaut mieux venir dehors chercher sa pitance et mourir de Covid-19 que de rester à la maison. Oui. Alors, donc, il faut ensemble, mais je pense que la cellule est morte de sa belle mort. Proposer autre chose. Un gouvernement en conseil permanent, en crise, en situation de crise, en train de gérer au quotidien. Pas simplement le ministre de la Santé à courir tout seul, etc. Et le ministre de la Défense à chercher à assurer la sécurité et à mettre de l'ordre. Non, non.
tous, vous êtes mobilisés. Tous, vous devez faire en sorte que les stades soient réquisitionnés. Demandez comment faire pour que les pays qui s'en sont sortis puissent vous amener tout ce qu'ils peuvent amener. Et si on est dans une situation de dilettante, eh bien, on va continuer à compter des morts. Et cette gestion-là, le mot n'était pas assez fort qu'employait notre collègue, le mot échec là. Mais échec, c'est quand on se sent battu. Je pense que vous n'êtes pas encore battu. Ressaisissez-vous, demandez de l'aide et la bonne volonté est là. On nous a dit qu'il y a 2 députés qui sont associés. Ils sont là, en dehors de 2 ou 3 petites séances où on ne leur dit pas grand-chose, etc. À quoi ils ont participé? Réellement. Demandez-leur. Où est-ce qu'ils ont participé pour dire ce qu'ils ont envie de dire ce matin-là? Donc, Monsieur le Président, c'est plus qu'une résolution qu'il faut. Il faut que le gouvernement s'assume. Voilà. Très bien. Député Tchari. Merci, Monsieur le Président. Il n'est pas facile de parler après le président Kadam et l'intervention du président Kebzabo parce que ce que je voulais dire a été totalement pris en compte par les 2 brillants intervenants, surtout en ce qui concerne l'inaction du comité de veille, l'évaluation des mesures prises et la propagation de la pandémie, non seulement en N'Djamena, mais pratiquement dans toutes les provinces. Moi, je ne crois pas quand le ministre dit que c'est 9 provinces qui sont touchées. Non, chez moi, je considère que c'est tout le pays qui est touché. Hein. Parce que là, nous n'avons aucune possibilité de tester les autres régions. C'est parce que c'est des cas qui sont déclarés, un ou deux cas dans certaines provinces qu'on a dit que... soyez sûr que c'est toutes les provinces du pays qui sont touchées par la pandémie. Donc, après cette brillante présentation, je crois que mes préoccupations sont prises en compte. Mais ce que je voulais dire, Monsieur le Président, je voulais faire une suggestion au gouvernement, à l'ensemble du membre du gouvernement. Surtout en ce qui concerne, vous savez que le décret 708 a instauré l'état d'urgence et ce même décret a donné prérogative aux ministres concernés d'agir chacun dans son secteur. Un certain nombre d'arrêtés ont été pris par certains ministères. Mais généralement, quand les actes de portée générale sont pris, il faut absolument que ces actes-là soient suivis par les notes d'instruction. Ce qui a posé aujourd'hui problème, c'est qu'il n'y a pas eu des actes d'instruction qui accompagnent ces différents arrêtés pris. Donc on dit ici que il y a eu des abus dans des provinces par rapport à l'application de certains actes. Il est vrai. Quand on dit à une autorité locale ou à une force de l'ordre que voilà, vous avez un arrêté appliqué, mais le contenu là, il faut que ça soit expliqué. Il faut qu'il y ait des instructions par une autre instructive, il faut qu'il y ait des instructions claires qui déterminent qui doit faire quoi, quels sont les champs d'application de cet arrêté. Mais s'il n'y a pas un acte qui accompagne ces arrêtés, il est difficile au niveau local, même au niveau de N'Djamena, il est difficile de les appliquer. Tout récemment, quand on a dit que la ville de N'Djamena est circonscrite et qu'à partir de Lamadjou, à partir de... Mais c'est vrai, il doit y avoir des exceptions par rapport à certaines situations. Or, ces notes d'instruction n'ont pas suivi les arrêtés. Donc ça pose problème. C'est pourquoi je fais la suggestion que je voudrais faire. Le président du groupe parlementaire Tomel l'a un peu soulevé. Le président Kadam également l'a dit. Mais il faut des instructions. Les arrêtés doivent être suivis d'instructions. Je prends un simple exemple. Quand on prend une loi des finances, dans la loi des finances, il y a des dispositions fiscales qui sont énumérées. Ces dispositions fiscales, le directeur général des impôts est obligé de prendre une note pour l'expliquer. Voilà le contenu des différentes dispositions fiscales.
ça doit être la même chose au niveau des arrêtés pris par le gouvernement. Donc, c'est la suggestion que je voudrais faire, Monsieur le Président, c'est que désormais, si un acte est pris, il faut que ces différents actes-là soient accompagnés par des notes d'instruction qui déterminent clairement qui doit faire quoi, quel est le champ d'application de cet arrêté, des différents arrêtés. Voilà. En dehors de ça, je crois qu'il sera difficile, et les abus là, il sera difficile de les appliquer, et les abus au niveau central comme au niveau décentralisé existeront toujours. C'est pourquoi je réitère que Madame la ministre secrétaire générale du gouvernement est là, je crois qu'il fallait désormais penser, chaque fois qu'un arrêté est pris, il faut une note d'instruction qui explique clairement le contenu de ces différents actes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député Chari, le député Ali Kolotou Chaimi. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais également remercier nos collègues de la commission loi, de la clarté de leur rapport. Saluer également la présence des membres du gouvernement et leurs collaborateurs. Monsieur le Président, je ne voudrais pas en principe prendre la parole quand le ministre de la Santé est arrivé. Quand je sortais ce matin de la maison, je sais que le ministre a de longues interventions. Le point qui est en examen ce matin est très important. J'ai pris quelques bouteilles, quelques dates dans mon véhicule. J'ai dit, on risque même de ne pas faire la rupture à la maison. Mais vous avez donné la parole au ministre. 1 minute, 2 minutes, le ministre a dit non, il n'a rien à dire. J'étais un peu surpris parce que moi, je représente la force majoritaire qui soutient le gouvernement ici. Nous avons interpellé le ministre pas plus tard que 10 jours. Le gouvernement a pris par décret, il a institué l'état d'urgence sanitaire. Compte tenu de questions que nous avons posées, recommandations qui sont faites, doublé de l'état d'urgence, le ministre viendra avec une série de réponses satisfaisantes. Qu'est-ce qu'il a fait des questions qui sont posées? À quel niveau le gouvernement est là pour nous éclairer? Le ministre dit non, il n'a rien à dire, il nous écoute. Comme a dit le président Kadam, on n'a pas appelé le gouvernement pour écouter, on a appelé le gouvernement pour demander des comptes à rendre. Qu'est-ce qui a été passé depuis le 19 mars jusqu'à ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? D'abord, vous avez fait un exposé à l'attention de la représentation nationale. Vous allez dire à tel niveau nous sommes. Vous avez demandé notre contribution, proroger l'état d'urgence qui est recommandé qui est d'abord normal, constitutionnel, conformément à l'article 130 de la Constitution. Nous allons faire ça, mais vous étiez trop bref. Nous voudrions qu'à la fin de nos questions posées, vous devez être plus clair, limpide. Vous allez nous donner toutes les informations convaincantes. Monsieur le Président, un de nos collègues a dit le président de la République, il est isolé. Pour moi, il n'est pas isolé. Le président de la République a fait, avant que le gouvernement réponde, a fait une première déclaration de la présence de pandémie dans notre pays. Après un mois, il a fait une forte déclaration
accompagné de mesures sociales qui sont saluées par tous les Tchadiens, et les mesures qui sont en train de se mettre en place, par exemple le recrutement de 1000 et quelques infirmiers et autres qui sont en route, nous savons tous, nous devons reconnaître ça. Le chef de l'État n'est pas isolé, mais il a mis le gouvernement devant ses responsabilités. C'est au gouvernement de répondre devant l'Assemblée. Un de mes collègues, député Tomel, président du groupe parlementaire RDP, a dit c'est l'indiscipline de population qui ne laisse pas collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Oui, j'adhère totalement. Mais quand le gouvernement ne communique pas assez à la population, dans cette période de Covid, on ne peut pas constituer de délégation, mais vous avez le comité de veille doit faire appel à la représentation nationale, à d'autres personnes de bonne volonté, des leaders politiques, des leaders religieux, qui doivent prendre les relais pour faire la communication, pour faire comprendre la dangerosité de cette pandémie-là au fin du village, et qui sera accompagné des masques et autres. Il faut informer la population. La population, au niveau des provinces, des communes, des départements, ne sont pas suffisamment informés. Donc, il faut faire des déclarations. Le président Kadam dit qu'il faut d'abord protéger le personnel soignant. J'adhère à 200% d'ailleurs. Quand le personnel soignant n'est pas protégé, ils ne pourront pas protéger les autres. S'il est fait, le ministre va nous dire tout de suite. S'il en manque de choses, nous demandons au gouvernement, principalement au ministre de la Santé, de faire, comme son nom l'indique, en urgence pour mieux équiper les personnes soignantes et mieux les accompagner pour prendre en charge le reste des patients. Monsieur le Président, je voudrais poser une question qui tarote, qui fait le tollé pendant une semaine, 10 jours, par tous les médias, dans les réseaux sociaux et autres, la collusion de l'État avec la Fondation Grand Cœur. Je vous assure, sans prendre parti, le gouvernement, ou bien le comité de veille, quand il a signé des conventions avec ATS, avec la Croix-Rouge, avec la Fondation Grand Cœur, pour nous, comme nous sommes habitués avec certaines associations, principalement Fondation Grand Cœur, qui fait par année le tour de tous les Tchad, avec des équipements, avec des kits alimentaires, avec des caravanes ophtalmologiques. Pour nous, c'est une bonne chose qu'à tous les niveaux, les gens doivent apprécier cette bienfaisance à sa juste valeur. Mais quelque part, on nous informe que la question de la Fondation Grand Cœur est en collusion avec l'État. Est-ce que c'est vrai que ce qui se dit, moi, je ne le crois pas. Mais est-ce que ce qui se dit là, le ministre
peut nous bien expliquer, éclairer la représentation nationale? Je sais que c'est de non, c'est de contre-vérité, mais explique-nous, pour que les gens sachent clairement ce qui se passe. Sinon, le gouvernement doit travailler avec des associations, avec des fondations, avec des organisations qui connaissent le terrain, qui ont une expertise, qui doivent mieux accompagner, mieux sensibiliser la population. C'est ça pour moi. Et je suis, jusqu'à de preuves de contraire, je suis convaincu, mais explique-nous. J'ai une question au ministre de l'Agriculture. Les nouvelles appellations sont difficiles à prononcer. Madame la ministre, bientôt, vous connaissez très bien, les gens vont prendre les chemins de champs. Est-ce que les dispositions sont réellement prises? Parce que le gouvernement a quadrillé toutes les grandes villes. Cette question va également au ministre de la Défense. Vous allez répondre, vous deux. Maintenant, les champs sont à 100 km, voire même 50, 60, 18, 20. C'est l'inquiétude du président Kadam que je partage. Comment vous allez faire pour que chaque matin, les agriculteurs ou les paysans vont dans leurs champs, tranquillement, débroussailler, s'aimer, et rentrer le soir tranquillement sans être inquiétés? Je sais que tout ce qui est attribué aux forces de défense et de sécurité, j'en connais quelque chose, ne sont pas fondés, mais j'aimerais que le ministre de la Défense doit, au lieu de laisser ces barrières de la sécurité au niveau tout près avant la gendarmerie, j'aimerais que la sortie est ou la sortie sud, est, ça serait au-delà de la gendarmerie, entre la gendarmerie et, comment vous appelez le village qui est au-delà à 26 km, Lignan. La sortie sud, moi je souhaite qu'au lieu de Toukoura, ça doit être Koundoul. La sortie nord, monsieur le ministre, nous souhaitons que ça soit au-delà ou à la barrière des péages. Comme ça, tous ceux qui sont à 10 km, 15 km doivent rentrer dedans. Et comme il l'a dit, c'est une vérité, la ville de N'Djamena est comptée avec ses banlieues. Donc, monsieur le ministre, voilà les questions que je voudrais poser. Et une question que je voudrais dire aux représentants du gouvernement, madame la ministre EGG, ces derniers moments, la population et nous-mêmes, nous sommes sincèrement très perturbés. Perturbés à quel niveau? À chaque fois qu'une mesure arrive à terme, avant que le gouvernement prenne un nouveau décret pour confirmer, pour annuler, des individus, on ne sait pas à quelle fin, ils sortent des décrets pour nous perturber. De 5h à 23h, de 23h à 15h, on est trop perturbés. Je sais et je vous encourage et je vous soutiens d'ailleurs. Vous avez pu mettre la main sur la première chaîne de réseau qui a fait des faux décrets, si ça s'avère vrai, mais il faut tout faire pour que ce réseau soit définitivement démantelé pour que les paisibles citoyens et nous-mêmes qui représentons les différentes populations trouvons quand même la tranquillité pour gérer avec vous cette pandémie. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, nous représentons les populations.
nous, on vous soutient. On vous soutient avec force. Mais moi, je préfère que chaque ministre qui est en charge du département doit mériter absolument ce soutien que votre majorité vous donne. Je sais que des ministres qui font correctement leur travail, d'autres, si je ne sais pas, ils n'ont pas la possibilité ou ils sont dépassés, en font moins que les autres, mais pour nous qui avons la charge de vous soutenir, on vous soutient, vous avez notre soutien total. On est engagé avec vous, et d'ailleurs toute la représentation nationale est engagée avec vous. Donc, nous vous souhaitons un très bon boulot, mais nous allons vous donner le quitus pour proroger l'état d'urgence, mais il faut nous donner, on vous demande à chacun de vous de nous dire clairement, par rapport aux questions posées, sa réponse, et Inch'Allah, on va faire un exercice utile. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président du groupe parlementaire MPS. C'est très simple, hein? Je crois que la question qui revient, c'est que le gouvernement doit faire le bilan de tout ce qu'il a fait depuis lors pour nous dire un peu qu'est-ce qu'il a pu accomplir, qu'est-ce qu'il n'a pas pu accomplir, quelles sont les mesures correctives qui attendent, quelles sont les projections de ce que le gouvernement entend faire. Parce que c'est la moindre des choses. Vous demandez 2 mois, les 2 mois vous allez faire quoi? Pendant ces 2 mois-là, vous allez programmer quoi? Quelles sont les actions que vous comptez mener? C'est autant de ces choses que l'Assemblée nationale attend. S'il n'y a pas un bilan, mais vous voulez que les députés là vous disent quoi? Ils vont tout simplement vous dire que vous avez échoué. Et si vous avez un bilan que vous présentez, les députés vont dire, ok, vous avez réussi dans tel domaine, dans tel autre, mais dans tel autre, il faut corriger, et ainsi de suite. C'est aussi simple que ça. Mais vous devez également essayer de faire un plaidoyer pour les 2 mois. On va faire 2 mois. Pourquoi les 2 mois? 2 mois parce qu'on doit faire ceci, cela, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment des échanges que les députés recherchent à travers les questionnements qui ont été posés là. Et puis, à mon avis, comme le contrôle de l'action gouvernementale voudrait que si le gouvernement travaille bien, bon, on donne le quitus. Si le gouvernement travaille mal, on donne le quitus. Je suis sûr que cette fois-ci, peut-être la prorogation sera faite, mais dans 10 jours, si les choses ne s'améliorent pas, on va interpeller les membres du gouvernement. Et celui qui ne fera pas son travail, on va demander tout simplement au président de la République de prendre les mesures qui s'imposent. Parce que c'est la population tchadienne quand même qui se meurt en ce moment. Et donc il faut que les membres du gouvernement soient conscients de la responsabilité que eux aussi, ils portent, la responsabilité qu'ils doivent assumer et la responsabilité que les représentants du peuple assument. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Nous ne sommes pas là dans un show. Nous sommes là vraiment pour servir le peuple tchadien et nous ne pouvons pas le servir dans une attente pour lesquelles les mesures ne sont jamais, les objectifs ne sont jamais atteints. Donc je voudrais passer la parole au ministre. Oui, Madame la ministre EGG, c'est vous la responsable entre le gouvernement et nous. J'aimerais bien vous écouter avant de passer la parole au ministre de la Santé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous savez, la capacité d'écoute est une grande vertu. Le ministre de la Santé a son rapport qu'il va vous présenter tout à l'heure. Et avant cela, moi j'ai une information très importante que je voudrais vous communiquer, en lien avec tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais avant cela, je voudrais vous dire que, comme l'a dit le président du groupe parlementaire,
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été au devant de la scène avant même d'aller au lac Tchad. Et ensuite, dès son retour, il a fait une importante déclaration du 14 avril. Et depuis lors, il a présidé personnellement plusieurs rencontres autour pour faire le suivi de cette déclaration. Et donc maintenant, l'information que je vais vous donner va vous édifier. Il y a un nouveau décret qui vient d'être signé. C'est le décret numéro 1001. Donc je vais vous donner la primeur et la teneur. C'est le décret 1001 portant mise en place d'un comité de gestion des crises sanitaires en République du Tchad. Et l'article 1er, donc le président de la République, président, chef de l'État, président du Conseil des ministres, chef du gouvernement, décrète, article 1er, il est mis en place un comité de crise sanitaire, en abrégé CGCS. Article 2, le comité, le CGCS a pour mission de définir et mettre en œuvre la stratégie de gestion nationale de la pandémie de Covid-19, orienter, coordonner, suivre, évaluer, adapter toutes les interventions des acteurs impliqués dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, de manière générale, prendre toutes les mesures appropriées, c'est pas facile de dire, appropriées de lutte contre le Covid-19, ainsi que ses conséquences et en assurer les suivis sur le territoire national, sur l'ensemble du territoire national. Assurer la mise en œuvre effective et le suivi des mesures d'accompagnement social et de soutien économique. Article 3. Placer sous l'autorité et la supervision directe du président de la République. La CGCS est composée des membres ci-après. Ministre en charge des Affaires étrangères, ministre en charge de la Défense et de la Sécurité, ministre en charge de l'administration du territoire, ministre en charge des Finances, ministre en charge de l'économie, ministre en charge de la santé, ministre en charge de la communication, directeur du cabinet civil du chef de l'État. Article 4. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, N'Djamena, le 15 mai 2020, Idriss Déby Itno. Donc là, je pense que vous êtes servis. Nous sommes très très bien servis. Merci. Et j'espère tout simplement que le comité de crise sanitaire sera plus opérationnel que le comité la cellule de veille. Et ça, je pense que c'est un changement. De temps en temps, il faut le déclic pour que les choses puissent se changer. Et c'est peut-être ce déclic-là que tout le monde attendait. C'est l'action que nous voulons. Ce ne sont pas les paroles. Ce ne sont pas les communiqués et les arrêtés qui ne disent absolument rien du tout. Ce sont les actions. Et tant que le gouvernement prend les actions dans le sens de réduire la contagion et puis tout, nous sommes d'accord. Même si parfois c'est insuffisant, bon, il faut continuer. Même dans les grands pays, ils n'ont pas pu maîtriser. Donc chez nous aussi, nous devons faire la même chose. Mais il faut qu'on sache que tout est fait pour limiter
les dégâts au niveau de nos populations. Et donc, nous saluons ce décret que vous venez de lire, et nous espérons que vous allez nous le faire parvenir rapidement. Et nous également, autour de ce comité, de ce nouveau comité, on essaiera de voir comment nous allons travailler avec vous. Voilà. Monsieur le ministre de la Santé, je veux vous donner la parole. C'est le bilan que nous voulons. Et à travers le bilan, les échanges peuvent être beaucoup plus fructueux. Oui, c'est vrai, venir aujourd'hui dans une réunion de ce genre et parler pour exposer pour 2 minutes, en tout cas, ça ne nous ressemble pas au ministère de la Santé. Et vous avez tout à fait raison. Surtout mon aîné, le député Saleh, en prenant la parole, il avait dit. Et le député Kouloutou, avec lequel nous avons de longs échanges dans le passé. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur les députés, Mesdames les députés, chers collègues, membres du gouvernement, permettez-moi de vous remercier d'avoir bien voulu m'accueillir parmi vous dans cette auguste salle du Palais de la démocratie en moins de 10 jours. J'ai l'immense plaisir de revenir vers vous pour bénéficier de vos suggestions et propositions avisées et apprendre à la source de notre démocratie qui fait son bonhomme de chemin grâce à la vigilance de son premier rempart, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement et chef suprême des armées. Après l'opération dénommée Colère de Boama, qui a vu le nettoyage de notre pays du terrorisme par l'investissement personnel de son président, de notre président, chef suprême des armées, qui a pris la direction des opérations, le président Idriss Déby Itno vient d'ouvrir le deuxième front, le front de la lutte acharnée contre la pandémie de Covid-19. Grâce à son expérience et son expertise, comme sur d'autres chantiers, le combat contre la coronavirus sera remporté, s'il plaît à Dieu, très prochainement. C'est le lieu de demander à tous les Tchadiens, sans exception d'obédience politique, philosophique, religieuse, etc., de se mettre comme un seul homme derrière le président de la République, dans la solidarité de la communion pour mener le combat contre la pandémie et vaincre les fléaux qui nous a déjà arraché 46 Tchadiens. L'heure n'est pas aux querelles vaines, aux accusations, à la culpabilisation, à la médisance, au colportage des rumeurs et des fake news. L'heure est à l'unité des bras, des cœurs et des pensées. Les Tchadiens en sont capables. Ils l'ont démontré et le démontrent à travers des actes patriotiques qui doivent servir l'exemple. Le président de la République, à la tête des forces de défense et de sécurité, a été hautement applaudi suite au sacrifice suprême pour la défense de la patrie. Je voudrais faire un raisonnement parallèle en tant que ministre de la Santé et citoyen aimant profondément son pays, que le corps médical qui se sacrifie nuit et jour pour sauver nos vies ou pour sauver nos frères malades mérite le soutien de tout un chacun. Des médecins, des laborantins et des cadres de santé ont été contaminés pour que les Tchadiens soient sauvés. Dieu merci, au jour d'aujourd'hui, plus de 95% ont recouvré leur santé. Je profite de cette tribune pour remercier le conseil scientifique, le comité des personnes ressources et les membres de toutes les commissions qui font partie des commissions d'éthique et des commissions de prise en charge, sans oublier tous les personnels du ministère de la Santé. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés,
Mais permettez-moi de réitérer, en tout respect, à votre auguste assemblée, ce que j'ai dit la dernière fois sur l'aide qu'apporte la Fondation Grand Cœur au gouvernement, en général, et au ministère que j'ai l'insigne honneur de piloter. Cette fondation, au même titre que d'autres ONG, ATS, Croix-Rouge, etc., ou autres acteurs non étatiques, contribue à la dissémination des efforts du gouvernement par des actes concrets et visibles dans le domaine social et éducatif. Je voudrais dire clairement ici qu'il n'a jamais été question de substitution des prérogatives du ministère de la Santé par la Fondation Grand Cœur. Il y a beaucoup de rumeurs. La rumeur est devenue le sport le plus pratiqué par les faiseurs d'opinion. Ce n'est pas une bonne chose. La convention qui lie le comité de veille ou le ministère de la Santé a été rendue publique. Tout le monde l'a vu. Je dis bien public. Il n'y a rien de délictueux. Au contraire, des hommes et des femmes bénévoles veulent contribuer au développement durable de leur pays. Quoi de plus normal? Soyons positifs. Allons de l'avant. Apprécions ce qui est beau. N'encourageons pas nos bonnes volontés. Ne dit-on pas que la critique est facile et l'art est difficile? En vue des résultats sur le terrain et en toute objectivité, la Fondation Grand Cœur mérite plutôt d'être encouragée sur tout ce qu'elle est en train de faire. Et vous avez remarqué, en passant par toutes nos villes, nos provinces, des hommes qui n'ont jamais regardé, des hommes, des enfants qui n'ont jamais eu l'image de l'arc-en-ciel, les trouvent. Et là, c'est à encourager. En termes de résultats sur le terrain, plusieurs réalisations sont à l'actif du gouvernement. Et c'est là dans un bref délai. Messieurs les députés, les critiques constructives nous aident à avancer. Les résultats ont été rendus visibles grâce à la téléchat qui a montré que l'hôpital de Farsha n'a jamais été saturé. Avec les conteneurs, les capacités de cet hôpital est de 164 places. Les 5 villas sont dédiées au personnel soignant. La bâche, dont de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est déjà installée avec les climatiseurs. 15 climatiseurs à l'intérieur. Elle attend d'être équipée en lit pour être opérationnelle. Ce n'est qu'une question de quelques jours. Nous avons réquisitionné en tant que ministre de la Santé, qui a le droit de réquisitionner le campus de Toukra. Beaucoup d'entre vous ne l'ont pas vu. Qui dispose de 2 appartements de 600 chambres. Chaque appartement à 300 chambres. Fois 2, multiplié encore par 2, nous avons la possibilité, et déjà les possibilités sont là pour 1200 lits. Je dis bien 1200 lits avec un restaurant de haute qualité. Nous l'avons déjà réceptionné et nos agents sont en train déjà de se préparer pour accueillir si jamais nous allons avoir d'autres suspects ou malades. Nous n'avons jamais dit que nous mettons les malades avec les suspects à Farsha. Jamais. Je vous ai dit clairement la dernière fois. Dans la dernière fois, j'ai dit l'hôpital de Farsha est dédié seulement pour les malades et nous avons l'hôpital ophtalmologique avec 200 chambres dédiées aux suspects. Nous avons maintenant, pas seulement aux suspects, c'est-à-dire ceux qui rentrent d'une façon frauduleuse à N'Djamena. Nous avons pris l'hôtel du Chari et cet hôtel de Chari, tous les suspects, on les met là-bas, on les prélève et quand ils sont malades, ils reviennent maintenant à l'hôpital de Farsha. Sur ce point-là, nous avons été si clairs. Nous avons également réquisitionné l'hôtel du Chari pour loger le personnel technique. La dernière fois, cette question a été posée, j'ai dit, les laborantins sont là-bas. Mais après votre rencontre, avec notre rencontre avec vous, nous sommes partis les généraliser. L'hôtel du Chari maintenant loge tous les personnels de la santé qui travaillent en première ligne avec les malades. Les Tchadiens rentrés de l'étranger, sur ordre personnel du chef de l'État,
et la diligence experte de mon collègue ministre des Affaires étrangères, Égypte, Éthiopie, Tunisie, Dubaï, bientôt le Soudan et la France, etc., passent leur quatorzaine dans d'autres structures hôtelières du N'Djamena, notamment Plaza Hotel, Radisson Blu, Ibis, Novotel et la résidence. Une fois les quarantaines passent, ils rentrent et d'autres reviennent au fur et à mesure pour faire en sorte que tous les Tchadiens qui sont partis dans le cadre de missions peuvent rejoindre chez eux. Ce n'est que normal. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je tiens à informer votre auguste Assemblée qu'une convention de partenariat a été signée le dimanche passé. Nous avons travaillé toute la semaine, y compris le samedi et le dimanche, pour signer cette convention avec la célèbre organisation Médecins sans frontières. Nous allons dans quelques jours accueillir une équipe médicale composée de 22 personnes aux diverses qualifications. Cette équipe viendra avec ses propres équipements, et médicaments, ainsi qu'un dispositif de production d'oxygène dans les déficients respiratoires. Avec Africa CDC, 3 points vont être développés. Tout ça, c'est les 10 derniers jours après avoir vous rencontré. Nous avons eu des négociations téléphoniques, des négociations en visioconférence. Et nous sommes tombés d'accord sur les 3 points suivants avec CDC Africa. Le premier point, en termes de laboratoire, Afrique CDC va appuyer le renforcement des capacités des laboratoires pour le diagnostic du Covid-19 par la fourniture de kits supplémentaires. Il y a également la possibilité de déployer 5 techniciens de laboratoires expérimentés pour appuyer la formation du personnel du laboratoire en vue d'étendre les capacités diagnostiques. Je voudrais m'attarder juste sur ces points. Imaginez, n'eût été ces laboratoires de 3e génération, nous allons envoyer où nos échantillons? Vous vous êtes posé cette question? Peut-être pas. Nous allons envoyer soit à Dakar, soit en Afrique du Sud, soit en France. Grâce à nos valeureux hommes du terrain, c'est comme ça que l'Allemagne, dans le cadre de G5 Sahel, a offert au Tchad. Sinon, nous n'avons pas cette capacité de le faire. Nous n'en avons pas. Et il faut que les représentants du peuple doivent connaître ça. Nous n'avons pas la capacité. Et je vous assure que ce laboratoire n'a jamais été en panne. Ça, c'est les réseaux sociaux. N'a jamais été en panne. La preuve en est que ce tableau décrit très bien que c'est le dimanche. Le dimanche, le 8 mai. Le 8 mai. Regardez la courbe, comment elle avance, et celle-là. Parce que chaque dimanche, on fait le calibrage, on nettoie le laboratoire. Et ce jour est arrivé avec la flambée des décès, avec la flambée des cas. Nous voulons mettre un autre appareil ensemble avec lui en parallèle pour multiplier par 3 la capacité de ce laboratoire. Donc il faut l'arrêter et le programmer. Au moment de programmation, ils ont incité pour le mettre les 2 à la fois. C'est un problème technique. C'est un problème purement électronique. Et après, quand ils n'ont pas pu le faire, ils ont appelé ils sont gérés directement à distance en Allemagne. Donc, ils leur ont dit, comme une équipe de CDC va venir, laissez le deuxième et reprogrammer la première. Et les nôtres savent bien le faire et ils l'ont fait. Et après, ils ont donné. Tout moment nous les poser. Mais ce qui se raconte dans les réseaux, ne prend en compte que les gens qui croient. Mais notre laboratoire a toujours bien fonctionné. C'est un laboratoire qui coûte les yeux de la tête, avec des gens bien formés, et c'est comme ça que nous avons obtenu ce laboratoire. Aujourd'hui, je finis avec les questions des laboratoires. Avec l'aide de la BID,
nous voulons prendre 4 labos de ces genres, 4, pour les mettre à travers nos grandes villes. La BIT s'est déjà positionnée sur le plan de contingence. Le plan de contingence est de 31 milliards. Il est géré par le ministère de la Santé. D'abord, nous ne le gérons pas au hasard, mais nous avons mis des commissions qui ont travaillé avec les partenaires et chaque partenaire dit, voici là où je vais intervenir. Et c'est comme ça que le plan de contingence a été pris et la BIT doit nous fournir les 4 laboratoires avec le prix en compte. Et je voudrais aussi, avant de rentrer dans cette question, nous avons formé un grand nombre. Nous attendons la CDC Africa. Nous n'avons pas fait ça par hasard. Parce que nous nous sommes dit, les 5 experts hautement qualifiés doivent être francophones et doivent apporter la valeur ajoutée par rapport aux centaines de laborantins que nous les avons recrutés. Nous avons recruté 145 laborantins. Parmi eux, il y a des Bac plus 5, parmi eux, il y a des Bac plus 3, et les 5 personnes qui viendront de CDC Africa vont apporter beaucoup de la valeur ajoutée. Ce n'est pas un hasard. Nous ne travaillons pas avec des hasards. Nous travaillons avec des cadres hautement qualifiés. Les conseils scientifiques ne se mêlent pas des problèmes politiques. C'est des scientifiques qui donnent leur avis et à tout moment nous les consultons. Nous ne savons pas beaucoup de choses. Nous les consultons avec les personnes ressources et ils nous orientent. Beaucoup de choses se disent, ne sont pas confirmées et aujourd'hui je vous réponds exactement comme ce qui se doit. 2. Déploiement de 5 à 6 épidémiologistes seniors pour appuyer la coordination en matière de surveillance. Nous avons des problèmes ici. Et nous avons demandé des gens qui savent mieux faire, nous aider à avancer. 3. Appuyer le recrutement total d'environ 200 agents pour assurer la surveillance épidémiologique. Un point focal vient d'être nommé. CDC Africa va recruter 200 jeunes compétents de la matière et qui vont nous accompagner pour essayer de chercher les cas isolés. Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les députés, avec notre ami la Chine, la coopération est multi-axiale. Le premier axe a été réalisé hier, le 14 mai, la date de signature de la Convention. Il s'agit d'une donation constituée des épis, équipements de protection individuelle et de thermoflash. Je défie quiconque dire que nous n'avons pas donné des équipements de protection à nos agents. Le gars de SAR, nous nous sommes retrouvés dans un débat devant une télé canadienne. On m'a demandé, j'ai donné tous les détails. Aux honorables députés, nous pouvons vous apporter tous les bardelots que nous avons envoyés dans toutes nos localités, dans toutes les provinces, dans tout. On lui a posé la question, qu'est-ce qu'il a dit? Et je n'ai jamais parlé de kits, je n'ai jamais parlé des masques. J'ai parlé du fonctionnement. Ceux qui ont suivi ces débats, c'est un débat qui a eu lieu à peu près 4-5 jours. Nous avons fait pratiquement un débat d'1h30. Le monsieur est incapable de dire que nous n'avons pas donné des masques. Je lui ai posé, d'abord il a ignoré qu'il a parlé des masques. Il disait, je lui ai posé la question, vous êtes, vous aidez les femmes à d'accoucher. Comment, sans masque, vous pouvez recevoir nos enfants? Comment? Donc ces questions-là, les honorables députés doivent venir à la base pour trouver leur réponse. Vous pouvez vous poser des questions. Nous sommes prêts à vous donner des détails. Nous pouvons vous donner des preuves. Hier, en recevant les aides, nous avons discuté avec les syndicats avant-hier. Nous les avons invités et nous disons, voici. Et puis, 2000 vient d'être donné. Nous avons 4000. Nous avons partagé, il nous reste 4000 et 2000, 6000. Nous avons bientôt, peut-être aujourd'hui ou demain, recevoir encore d'autres. Et nous avons commandé avec la Turquie. Nous avons utilisé tout ce qu'on appelle maintenant les relations diplomatiques. Le ministre des Affaires étrangères, sur instruction du chef de l'État, a réuni tous les ambassadeurs amis et il leur a demandé de nous accompagner. Je reviendrai sur cette question. 3. Appuyer le recrutement, comme je viens de le dire. Le premier axe, je viens de le dire, c'est donner des épis de protection et de thermoflash.
Le deuxième axe, c'est la formation très prochaine à distance du personnel de la santé. À distance, ils vont les former. Troisième axe, c'est la donation d'un lot très important de matériel biomédical. En un mot, 70 respirateurs et 70 extracteurs d'oxygène, et n'en parlons pas d'autres. C'est un vrai ami du Tchad. Le quatrième axe que nous avons discuté, c'est le renforcement en personnel soignant pour nous appuyer dans la lutte contre Covid. Nous remercions, nos remerciements au peuple ami de Chine et à son représentant, Monsieur l'ambassadeur Li Xin, l'ambassadeur de Chine au Tchad. On dit que c'est dans le malheur qu'on reconnaît ses vrais amis. C'est aussi le lieu de citer la France à travers l'Agence française de développement et l'Allemagne qui ne cesse de nous renforcer en kit de diagnostic de laboratoire mobile que nous avons. C'est un laboratoire extrêmement sophistiqué. C'est un laboratoire que beaucoup de nos pays africains n'en ont pas. C'est la raison pour laquelle il nous faut 4 laboratoires de ces gens et notre plan de contingence le permet. Donc nous pouvons aller dans les vraies technologies pour donner l'occasion à notre population de se sentir à l'aise avec les nouvelles technologies. Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les députés, le gouvernement tchadien a utilisé les canaux des relations diplomatiques pour accélérer la commande du matériel biomédical auprès des pays amis. Un exemple, nous avons utilisé avec la France les canaux diplomatiques, des informations données à notre frère député ici, en posant ces questions, ne sont pas tout à fait complètes. Oui, il a su certaines choses, mais il n'a pas su d'autres. Donc avec la France, nous allons avoir 50, nous avons demandé 200. Ils disent que non, 200 on ne peut pas vous donner, on peut vous donner, on achète avec prix fabricant. On peut vous vendre 50 respirateurs, 50 extracteurs. La plus belle femme de boîte de pédonnées que c'est qu'elle a, nous avons accepté et très bientôt on va avoir ça. Nous attendons plusieurs dons de la part de plusieurs amis que je tiens à remercier solennellement. La coopération internationale et la solidarité du peuple contre la pandémie est agissante. La Turquie est venue avec un don extraordinaire. Un don. Elle nous a dit, ça je vous le donne en don. Mais je pourrais vous proposer en vente 25 respirateurs et 50 extracteurs d'oxygène. Seulement 25 et 50. Nous étions partants. Et nous avons proposé qu'ils nous vendent 150 000 épis, équipements de protection individuelle. L'Afrique, à travers l'expérience de nos frères malgaches en matière de pharmacopée, est en train de paraître sous son meilleur jour. Son Excellence Idriss Déby Itno, contacté par son homologue Rajoelina, président de Madagascar, a fait dépêcher un avion pour le transport des Covid organiques CVO. Il y en a tout 600 lots curatifs qui sont mis à la disposition des hôpitaux hébergeant des malades. Je reviendrai sur cette question. La Banque mondiale, sur l'accord que nous avons signé, et dans le plan de contingence, devrait nous donner à peu près 20 millions de dollars. Nous avons déjà lancé un premier marché avec eux. Le marché a été signé. Nous avons mis un point focal et là maintenant, les discussions sont en train de se faire quand ces matériels viendront. Des matériels en respirateur, des matériels en extracteur d'oxygène, des matériels, tous les matériels que nous voulons est en train de venir et c'est acheté par la Banque mondiale. Ça fait à peine ils sont dans le plan de contingence. Et ils nous ont directement dit, pour aller très rapidement, nous avons la possibilité de vous vendre, de vous proposer, prix fabricant, je dis bien, des choses qui sont les suivantes. Et en fonction de l'enveloppe qui a été donnée, nous avons travaillé, et nous sommes en train de travailler, la commande est signée, nous avons déjà signé ces marchés, et ces marchés sont en train de se réaliser. Pour les médicaments, c'est vrai, nous avons passé par tous les partenaires. Avec le Maroc, l'ambassadeur était venu chez nous. Nous avons commencé à travailler.
Mais il nous dit d'attendre, d'attendre, d'attendre. Nous ne pouvons pas attendre. Et c'est comme ça que nous avons, à travers toujours le biais diplomatique, les consuls de l'Inde nous a dit OK. Et nous avons un consul du Tchad en Inde, un certain Indien là-bas de l'Inde. Il a été très efficace et ils nous ont mis en contact avec les hauts responsables du pays et tout ça. Nous avons commandé des médicaments. Les médicaments vont venir en 2 mois, en 1 mois, je pense que c'est 1 mois, mais nous n'avons pas croisé les bras. Vous pouvez imaginer que nous, on va croiser les bras et attendre les médicaments venir? C'est irresponsable. Avec le père Géraldi, que beaucoup d'entre vous les connaissent, nous avons mis un plan B. Le plan B, c'est quoi? Le père Géraldi est venu avec un projet de 71 millions. Nous n'avons pas attendu, nous avons demandé au ministre des Finances de venir directement au ministère de la Santé. Il était venu. Avec le père Géraldi, les photos peuvent le dire, on a fait passer ça dans le réseau, dans notre site web, dans notre site de Facebook, et nous avons négocié et arrêté les choses. Le père Géraldi a été accompagné par un de ses experts. Il nous a dit, mais pourquoi vous voulez qu'on achète la quinine dans d'autres pays? Nous pouvons les fabriquer ici. J'ai une unité ici, à Pendé, à Biobé, dans ma localité ou à mon hôpital. J'ai une usine déjà sur place. Les produits actifs, il faut l'avoir. Avoir seulement les produits actifs. Nous avons fait un calcul. Il nous a proposé 17 millions pour à peu près 2000, quelque chose comme ça. Le ministre des Finances l'a multiplié par 4. Il dit nous sommes prêts pour 71 millions. Et on n'attend pas le fabriquer seulement. En attendant que les produits actifs viennent, la négociation a été avancée avec l'université de Turin, qui peut nous donner, avant même de commencer, les médicaments pour 3000 patients. Pour 3000 patients. Et après, nous l'allons fabriquer ici. Le père Géraldi dit, la solité, pourquoi nous transportons de l'eau? Vous pouvez imaginer, depuis tout le temps, on transporte de l'eau pour les solités. Est-ce que ça, c'est normal? Au Tchad, il y a seulement chez le père Géraldi, dans sa localité où il y a son hôpital, il fait les solités. Nous autres, on attend. On achète les solités. Avec pratiquement 400, 500 francs parfois, presque aux alentours de 1000 francs, seulement une bouteille glucosée. Il a dit, on fabrique. On peut faire 4. Le ministre des Finances dit, on met 5. Dans chaque coin, on va mettre. Imaginez, on transporte de l'eau. Est-ce que ça, c'est normal? C'est normal, il faut attendre jusqu'à ce que Covid vienne pour transporter de l'eau. L'eau, on en a ici. Non. Moi, je pense que je suis à votre disposition. C'est avec lesquels les angles sont un peu difficiles de les arrondir. Je pourrais venir vers vous à la maison ou venir vers moi au ministère pour qu'on se mette pour discuter et pour arrondir les angles. Ici, la tendance veut qu'on arrondisse les angles. La tendance veut que nous allons ensemble dans ces bateaux. Et c'est comme ça que le président du conseil scientifique était rentré en contact avec un de ses collègues qui travaille maintenant dans une grande firme pharmaceutique au Maroc, et il nous a obtenu la possibilité aussi d'avoir 5000 pour 5000 patients. Nous ne pouvons pas faire ça. Et les médicaments que nous apportons, ce n'est pas seulement de la chloroquine, non, c'est plein d'autres médicaments. Des médicaments qui vont remplir, parce que c'est la période où les taxes sont presque inexistantes. Là-bas, pratiquement, on achète avec prix fabricant. C'est pourquoi nous profitons pour renforcer notre système pharmaceutique, la CPA. La renforcer et faire face à une longue période. Ça, c'est l'autre plan. Le plan avec... Oui, pour les équipements biomédicaux. Les équipements biomédicaux, on a commencé par en avoir. Il n'y a même pas une semaine, nous avons reçu 5 de la Chine. Nous l'avons directement apporté à l'hôpital de Renaissance. Les équipements que nous sommes en train d'avoir, les équipements sont de diverses sortes. Nous avons mis un laboratoire que je vous ai dit. Je vous ai invité de venir voir. Il y a un député qui était prêt. Je pensais qu'il va m'appeler le lendemain pour qu'on parte ensemble.
le laboratoire est mis sur place, est mis sur pied. Je voudrais aussi dire que pour le lac Hiro, qui est à Biobé, les 3000 patients n'attendent pas que la machine tourne. La machine, elle tourne déjà avec 28 types de médicaments. Et on les fabrique ici au Tchad. Le père Géraldi, que j'ai bien discuté avec lui, que je connaissais depuis que j'étais à l'Institut d'Abéché, parce que c'est moi qui lui fournis des maintenanciers, me disait, mais Mahmoud, mais on peut faire dans chaque coin des petites unités industrielles, on n'a pas besoin de faire quelque chose de gros, et même le transport peut être réglé. Et nous discutons avec lui. Imaginez, avant-hier, il y a 3 jours, il était malade, couché, et quand on l'a appelé, il nous a dit qu'il est un peu fatigué. Et 1 heure du temps plus tard, il revient complètement fatigué. Et il continue à travailler. Il continue à travailler. Il nous donne de l'énergie. Quand vous voyez des hommes comme ça, il nous donne de l'énergie. La possibilité de payer 5 000 pour les 5 000, c'est presque un acquis. La question des pandémies. Je voudrais juste m'attarder un peu sur la pandémie. Si les gens, ces derniers temps, beaucoup ont été contaminés, mais la logique est claire. La logique, je l'ai dit la dernière fois. Comment au Tchad on part 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pendant pratiquement plus de mois? Oui, c'est une vérité, ça, c'est une réalité. Mais le déclic est arrivé. Le déclic est arrivé comment? Le déclic est arrivé par une personne qui devrait aller à Farsha, qui devrait aller. Quand je dis Farsha, parce que c'est le premier hôpital qu'on a mis pour ce but. Mais malheureusement, il n'est pas venu. Il est décédé sans pour autant aller à l'hôpital. Des cas comme ça existent, partout existent. Ce n'est pas seulement les cas. C'est le cas incontrôlé. Dans chaque étude donnée, il y a des cas contrôlés, il y a des cas incontrôlés. Et les cas incontrôlés, quand ils sortent, ils échappent au contrôle de l'homme. Ils échappent. Mais nous, ça ne nous a pas échappé. Quand il est arrivé, le jour où on a su, le 28, quand on a prélevé un après sa mort, et le lendemain, on a prélevé le deuxième, on a compris et on a tracé l'historique. Tracer l'historique, c'est déjà gagner la bataille. Tracer l'historique, c'est déjà gagner la bataille. Pourquoi je le dis? Parce que ça fait déjà presque 2 mois que je suis tout le temps avec les conseils scientifiques, avec les conseils des sages, les conseils des personnes de ressources. J'apprends leur langage. Il faut vite, le plus rapidement possible. Nous avons mis pas moins de 300 personnes que pour chercher à arrêter et décrire complètement l'historique. Et l'historique a été décrit. Il a été décrit de la base, comment notre frère a été contaminé, comment il est décédé, et comment il a contaminé ses parents les plus proches, et comment, je vous avoue, dans une famille de 9 personnes, 8 sont testés positifs. Vous pensez que ça c'est en dormant? Non, parce que nous avons une jeunesse de gens bien formés. Nous avons formé plus de 1500 dans le temps qui est là. Nous défions quiconque qui dit que nous ne faisons pas le travail. Le travail a été fait. Nous avons en un laps de temps, en moins de 48 heures, nous sommes descendus jusqu'au fond village où nos amis étaient partis de Wadifira. On était partis. On a souscrit le problème. On a pris ce qui avait des signes, prélevé ce qui avait des signes. Nous sommes venus ici, nous avons pris pas moins de 300 à 400 sur 4 grandes familles du sud au nord, N'Djamena. Et nous avons commencé par souscrire. On a dit, si on arrive à arrêter ça, c'est que nous avons gagné la bataille. Imaginez maintenant la courbe. La courbe. Ce n'est pas un hasard. Voici, ça c'est la courbe. Nous étions le 30 avril à 21. Ça, c'est au moment où ça a commencé. Ça a commencé. Et puis ça a monté à 44, 53, 83. Parce que nous savons, ils ont eu des contacts et les contacts avaient des contacts. C'est scientifique. C'est purement scientifique. Ça peut arriver dans n'importe quel pays. Et dans d'autres pays, ce n'est pas arrivé douce comme chez nous, mais c'est arrivé d'un coup, 2000, 3000, 100, 200. Dans certains pays, il y a pratiquement plus de 300, 400 qui meurent par jour. Oui, c'est aussi une réalité.
Chez nous, parce que nous avons commencé à travailler et le pays, et le N'Djamena, tous les gens se connaissent, c'est comme ça qu'on a pu vite saisir ceux qui avaient eu des contacts ou les contacts des contacts. Et là, d'un coup maintenant, le 9 mai, c'est descendu à 62, après le 12 mai à 35, et 15, et puis à 27. Le 27 parce que on commence par voir maintenant dans d'autres régions. Dans d'autres régions. Pourquoi c'est arrivé dans d'autres régions? D'abord à Ati, au Bata, ceux qui étaient prélevés au Bata sont tous négatifs. Il y a un seul cas et qui est un expatrié. Quand on part dans une région et on a un cas, on ne se limite pas seulement sur les cas. Dieu merci, jusqu'à aujourd'hui, tous les gouverneurs nous aident. Ils nous créent toutes les conditions. Je profite de votre micro pour dire bravo, merci, grand merci au gouverneur de Wadifira. Il n'a pas seulement commencé à nous aider, il a mis tous ses véhicules, l'armée, tous. Ils sont partis nous accompagner et on a confiné des centaines de gens en attendant leur quarantaine. Et si tout faisait comme, et beaucoup faisaient comme ça, à Sar, à Mundou, à partout là où on partait, nous sommes bien accueillis. Et ça, c'est pas un hasard. C'est vraiment pas un hasard. C'est la volonté des gens qui ne dorment pas.